Quels sont les pires exercices que tu devrais jamais faire et quels sont les meilleurs exercices que tu devrais faire le plus souvent possible pour prendre de la masse musculaire? D'abord, on va commencer par établir quelque chose. Il n'y a pas vraiment d'exercices qui sont fondamentalement mauvais et il n'y a pas nécessairement d'exercices qui sont fondamentalement supérieurs à tous les niveaux non plus. C'est toujours une question de contexte et bottom line, ça va aussi beaucoup être une question de à quel point est-ce que tu peux faire ces exercices-là assidûment à une haute intensité sur une longue période de temps. Parce que bottom line, si tu fais ces exercices-là et que tu détestes les faire, tu les feras probablement pas à une très haute intensité et tu les feras encore moins sur une longue période de temps. Fait que ça va rester des recommandations. Il y en a que je juge qui sont meilleurs que d'autres, il y en a que je juge qui sont moins bons que d'autres. Je vais vous donner les raisons pourquoi, mais encore une fois, c'est beaucoup plus des zones de gris que du noir ou du blanc. Donc on va commencer avec les jambons, le bas du corps, et on commence avec les quads. Donc qu'est-ce que je juge qui est probablement un des pires exercices de quad que tu peux faire pour maximiser ton temps dans le gym? C'est le goblet squat. Donc c'est un exercice qui est quand même très populaire, c'est un exercice qu'on voit beaucoup dans les gyms et c'est pas, encore une fois, comme je dis, c'est pas fondamentalement un mauvais exercice. Oui, tes quads vont travailler dans le mouvement. Mais pourquoi je juge que c'est pas nécessairement un excellent exercice? C'est tout simplement parce que comme tu dois retenir le dumbbell en haut près de toi comme ça, il y a des grosses chances qu'il arrive une de deux choses. Soit c'est le bas de ton corps qui va fatiguer avant tes jambes parce que tu vas tenir très lourd avec les bras collés comme ça. Ou ce qui va arriver, c'est que tes jambes devraient être beaucoup plus fortes que ce que le haut de ton corps est capable de tenir avec un dumbbell comme ça. Donc, tu devrais tellement faire beaucoup de répétitions pour compenser pour le manque de charge que tu vas être capable de tenir que ça n'en vaudra pas tant la peine. Tant qu'à ça, il y avait des meilleurs exercices que tu pourrais faire où tu pourrais vraiment maximiser ton temps. Donc, qu'est-ce que je recommande à faire? Qu'est-ce qui serait le meilleur ou les meilleurs exercices de quad? Si j'avais seulement un exercice à faire, il fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais j'irai avec un leg extension et non pas parce que c'est un exercice qui est, entre guillemets, plus facile, mais tout simplement parce que dans un leg extension, comme ta hanche est fixe et c'est seulement le genou qui bouge, c'est probablement le seul ou du moins un des seuls exercices où le droit fémoral, donc le seul muscle de tes quads qui part non seulement à ton genou, mais qui s'attache aussi à ta hanche, c'est le seul mouvement de quad ou un des seuls où ton droit fémoral va travailler et peut hypertrophier. Donc, tous les mouvements style squat, hack squat, pendulum, back squat, des lunges, des split squats, des affaires comme ça, comme la hanche et le genou bougent en même temps, ton droit fémoral est pas mal toujours dans une espèce de contraction isométrique parce que quand il étire au genou, il contracte à la hanche. Quand il étire à la hanche, il contracte au genou. Donc, on l'a vu dans plusieurs études, le droit fémoral, habituellement, dans des mouvements de squat, ne bouge pas beaucoup et n'hypertrophie presque pas. Donc, si j'avais un seul mouvement à faire où est-ce que j'essaie de travailler le quad au complet, j'irai chercher le leg extension parce que le droit fémoral va pouvoir travailler un peu plus là-dedans aussi. On va vraiment hypertrophier les quatre muscles du quad. Par contre, d'autres mouvements que j'aime vraiment beaucoup, ça va être soit un pendulum squat. Un bon pendulum va probablement être un des meilleurs exercices de quad. C'est super stable et comme le dos est supporté, il n'y a pratiquement aucune compensation au niveau des hanches qui se fait. Donc, le fessier contribue moins et les quads sont très, très dominants. Sinon, si vous n'avez pas accès à un pendulum, le hack squat est toujours une excellente option aussi. Encore une fois, le bas du dos est supporté, donc moins de compensation au niveau de la hanche et on garde la tension maximisée au niveau du quad, tant et aussi longtemps qu'on est capable de descendre le plus bas possible et de maximiser la flexion au niveau du genou. Ensuite de ça, si on embarque dans les ischios, donc le gros muscle dans le derrière de la cuisse, si j'avais à choisir un exercice, un pire exercice pour le développement en termes d'hypertrophie des ischios, ça serait le glute ham raise. Donc l'exercice où est-ce qu'on va venir se tenir sur les genoux et qu'on va se laisser descendre vers le bas tranquillement pour après ça remonter. Il y en a qui vont le faire avec un lat pull down où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le pad du lat pull down pour les retenir. Il y en a qui vont le faire à genoux par terre avec quelqu'un qui vient appuyer sur leur cheville pour les tenir en place. Il y a plusieurs façons de le faire. Encore une fois, c'est pas fondamentalement un mauvais exercice. Mais spécifiquement pour l'hypertrophie, pour la prise de masse musculaire, c'est pas un exercice que je recommande pour quelques raisons. La première, comme la tension est la plus grande dans le bas du mouvement, c'est un exercice qui génère vraiment beaucoup de dommages musculaires. C'est un exercice qui est très, très, très focus sur l'excentrique et la partie étirée du mouvement. Donc, le dommage musculaire est très grand quand on fait cet exercice-là. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais fait cet exercice-là pour la première fois depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois et j'avais littéralement été raqué pendant 2 semaines. J'ai été 2 semaines à ne pas pouvoir faire d'ischio parce que mes ischios étaient
complètement démoli. C'est impensable de faire ça. C'est impossible de penser que tu vas faire un exercice une fois par 2 semaines puis que tes ischios vont grossir. C'est beaucoup trop demandant en termes de récupération par rapport aux bénéfices que ça va apporter. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais exercice. Je pense qu'il y a certaines applications où est-ce que ça peut devenir peut-être un petit peu plus pertinent, notamment un développement athlétique. Ça peut avoir des bénéfices où est-ce que contrôler un excentrique et absorber le coup, ça peut être une bonne chose. Par contre, spécifiquement pour le côté hypertrophie, je ne juge pas que c'est une bonne chose. Surtout que, comme la partie du mouvement où on a le plus de résistance est dans le bas du mouvement, où le genou est en pleine extension, les environ 15 premiers degrés de flexion du genou, c'est les mollets qui vont venir contribuer là-dessus. C'est le gastrocnémien, donc le muscle du mollet qui vient se rattacher derrière le genou, qui contribue en plus grande partie dans la flexion du genou. Donc, dans la partie où on a le plus de résistance, c'est même pas tant tes ischios qui vont faire la job, ça va être tes mollets. Et plus les ischios embarquent, moins la résistance est grande. Donc, c'est vraiment pas un exercice qui est génial pour l'hypertrophie. Alors, qu'est-ce que je recommande à la place? Ça va être un bon vieux seated leg curl, tout simplement. Parce que c'est un exercice où on va venir isoler un petit peu plus les ischios. Il y a des variations de deadlift qui sont très bonnes. Stiff leg, Romanian, ça peut être très bien aussi. Sauf qu'on va impliquer beaucoup dans ces variations-là les adducteurs et les fessiers. Fait que si on veut parler vraiment spécifiquement au niveau des ischios, un bon vieux seated leg curl, c'est excellent. Idéalement, un seated leg curl où est-ce que le pad peut nous arriver juste au-dessus des genoux pour qu'on soit le plus stable possible. Il y a même des variations où est-ce qu'on va avoir une genre de ceinture ou un appui au niveau de la hanche en plus pour vraiment se garder collé au banc. Et à ce moment-là, on vient vraiment juste rapporter les talons aux fesses et on remonte. Il y a vraiment pratiquement juste les ischios qui vont travailler dans le mouvement. Et c'est un exercice qui est très stable, donc très facile de concentrer l'attention 100% au niveau des ischios, pas 100%, mais pratiquement en entièreté, et vraiment minimiser les compensations additionnelles. Ensuite de ça, au niveau des pêches, les glutes, les fessiers, ça serait quoi le pire exercice que j'ai tendance à voir? Ça va être quelque chose comme le genre de push-down qu'on voit sur le gravitron, l'espèce de machine de pull-up assistée qu'on va voir habituellement les filles se tenir les deux mains sur les barreaux puis faire un push-down là-dessus. C'est tellement instable comme mouvement parce que il y a aucun appui au niveau du dos qui vient compenser pour toute la résistance que tu essaies d'appliquer vers le bas. Donc, si on fait, exemple, un leg press, habituellement, quand on essaie de repousser vers le haut, si on n'avait pas de banc derrière nous qui venait nous supporter le dos, la résistance viendrait nous pousser vers le sol aussi. Mais c'est le même principe avec le push-down, le genre de press-down sur la machine de gravitron. Ce qui arrive, c'est qu'on va pousser lourd vers le bas, ou du moins, on devrait pousser une certaine charge vers le bas, mais on n'a absolument rien pour se retenir de pousser vers le haut. Donc, on doit se tenir super fort avec les barreaux. Et là, ça fait en sorte que ça crée une espèce d'effet d'instabilité qui est vraiment pas génial. On pourrait avoir des vraiment meilleurs résultats en faisant la même chose, une jambe à la fois, sur un leg press. Tu pourrais te tenir après les barreaux, mais tu aurais aussi un support au niveau du dos qui viendrait t'empêcher de partir vers l'arrière. Tu serais beaucoup plus stable et tu peux quand même faire un leg press avec le pied un petit peu plus haut sur la plaque pour maximiser la flexion de la hanche, minimiser la flexion du genou pour s'assurer qu'on contribue un petit peu plus au niveau du fessier, moins au niveau du quad et on serait beaucoup plus stable comme ça. Donc l'espèce de press down sur le gravitron, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Encore une fois, est-ce que c'est un mauvais exercice? Pas nécessairement, mais disons que dans ma liste d'exercices de fessier, il est très loin en bas. Il y aurait beaucoup de meilleures options que je donnerais avant. Comme par exemple, probablement le meilleur exercice de fessier, selon moi, et celui que j'ai tendance à donner à tous mes clients, toutes mes clientes surtout, le hip thrust. Donc, hip thrust, qui est probablement un des meilleurs exercices de fessier, on vient travailler dans la partie du mouvement où est-ce que le fessier a techniquement son meilleur bras de levier, donc qui est le plus fort dans la partie contractée, en pleine extension de la hanche, dans le haut du mouvement. Donc, c'est là qu'il y a le plus grand potentiel de produire de la force. On a une étude qui est sortie récemment, j'en ai parlé dans un post, ça fait pas super longtemps aussi, qui démontrait que le hip thrust comparé au squat donnait des résultats assez similaires en termes d'hypertrophie quand le volume est égal. Mais comme j'ai mentionné dans cette vidéo-là aussi, le hip thrust est beaucoup plus facile à récupérer que le squat. Donc, techniquement, ton hip thrust, tu pourrais en faire probablement plus souvent dans ta semaine et quand même très bien récupéré. J'ai des clientes à qui je donne du hip thrust littéralement 3 fois par semaine et ont eu des super bons résultats avec ça parce qu'ils sont capables de bien récupérer avec ça. Donc, le hip thrust, très minime en termes de dommages musculaires, facile d'aller augmenter ses charges. C'est pas un mouvement qui est très difficile à coordonner. Donc, le niveau coordination, apprentissage se fait habituellement assez rapidement. Donc, progresser se fait relativement rapidement habituellement avec le hip thrust aussi. Et comme c'est un mouvement dans lequel on est capable de produire le plus de tension dans la partie du mouvement où on est le plus fort, c'est un excellent exercice pour développer ses fessiers. On va terminer les jambes avec les
mollets, l'affaire que personne n'entraîne, mais pour ceux qui l'entraînent, ça va peut-être être intéressant. Pour ce qui est des mollets, selon moi, c'est pas nécessairement une question d'exercice parce qu'on s'entend que des variations d'exercice de mollets, il y en a pas mille. Selon moi, ça va plus être une question de comment est-ce qu'on va faire chaque répétition. Donc, le plus gros problème que je vois au niveau des mollets, c'est que les gens, habituellement, quand ils vont faire que ce soit des seated calf raises ou des standing calf raises, voire même des mollets dans le leg press, c'est comme ça que personnellement, je préfère le faire parce qu'on n'a pas la pression additionnelle au niveau de la colonne si on le fait sur le leg press versus si on le fait dans une Smith machine ou si on le fait avec une machine de standing calf raise. Le plus gros problème que je vais avoir tendance à avoir pour les gens qui vont faire des mollets, c'est qu'ils vont simplement faire leur répétition tellement rapidement, ils vont rebondir en bas comme si c'était une trampoline. Et le gros problème avec ça, c'est que le tendon d'Achille a probablement le plus gros stretch reflex de tout le corps. Donc, c'est super facile de mettre super lourd, d'arriver dans le bas du mouvement et ne pas tenir la partie étirée et de juste rebondir parce que le tendon d'Achille a une espèce d'effet de spring dedans. Fait que je suis pas mal sûr que vous avez tous déjà vu ça. Vous allez dans un gym public, il y a un bonhomme de 65 ans qui s'en va sur la machine de mollet assis. Il y a à peu près 42 plates là-dessus et il fait juste faire des demi-reps en bas parce qu'il fait juste rebondir. C'est pas comme ça que vous allez développer vos mollets parce que le mollet fait pratiquement rien dans ce mouvement-là, c'est juste un rebond au niveau du tendon d'Achille. Donc, comment faire vos exercices de mollet de façon à maximiser le plus possible vos résultats? Ça va surtout être une question de passer un peu plus de temps dans la partie du mouvement où vous êtes étiré. Donc, il va y avoir deux choses. Un, on minimise l'espèce d'effet de rebond qu'il va y avoir au niveau du tendon d'Achille. Donc, on s'assure que quand le mouvement est initié, c'est le mollet qui va initier le mouvement et non juste un rebond au niveau du tendon d'Achille. Et l'autre chose, c'est que le gastroc, donc le muscle du mollet qui vient se rattacher aussi derrière le genou, c'est un muscle qui a tendance à être le plus fort du bas du mouvement jusqu'à environ une position neutre au niveau du pied. Donc, si on passe plus de temps dans cette partie du mouvement-là, le gastroc va pouvoir appliquer un peu plus de tension. Donc, ce que j'ai tendance à recommander, c'est qu'à chaque répétition, on va passer 1, 2, 3, 4, 5 secondes même dans le bas du mouvement en plein stretch avant de remonter. On enlève l'espèce de stretch reflex au niveau du tendon d'Achille et on s'assure que c'est vraiment le gastroc qui va faire le plus gros du mouvement. Ensuite de ça, au niveau du chest, quel mouvement que je suis plus capable de voir, c'est ce qu'on va appeler notamment le Sven Press. Donc un exercice où est-ce qu'on va comme squeezer deux plates entre nos mains puis qu'on va venir les pousser devant comme ça. Comme si, parce que tu sentais ton chest, parce que tu devais te forcer à garder quelque chose entre tes mains, le fait d'aller le porter à bout de bras comme ça allait faire en sorte que ton chest allait plus travailler. Oui, tu vas ressentir ton chest parce que volontairement, tu vas venir forcer tes mains ensemble comme ça. Mais la résistance n'est pas appliquée directement sur ton chest, la résistance est appliquée vers le bas. Donc, c'est surtout ton épaule qui va devoir travailler très fort pour résister de pas descendre avec la gravité. Tu n'es pas en train de résister comme dans un bench press où est-ce que la résistance est directement alignée avec toi et en descendant tranquillement, là, tu as une résistance directement appliquée sur le chest. Là, oui, tu es en train de squeezer super fort vers l'intérieur comme ça pour tenir tes plates, mais la résistance en soi est appliquée vers le bas. Tu pourrais aussi juste avec tes mains libres forcer bien fort tes mains ensemble et sentir ton chest. En ce moment, là, je sens mon chest très fort. Ça ne veut pas dire qu'il y a une résistance qui est appliquée contre. C'est pas pareil. Donc, on veut que la résistance soit alignée avec le muscle qu'on essaie de travailler. Dans un Sven Press, tu auras beau forcer avec des plates aussi fort que tu veux comme ça, la résistance est appliquée vers le bas. C'est ton épaule qui est challengée, pas ton chest. Fait que quels exercices que j'ai tendance à recommander un peu plus pour maximiser le développement du chest? Ça va toujours être les mouvements les plus stables, donc des bonnes machines de chest press, que ce soit pour un chest incliné, un flat ou même un decline, des bonnes machines de chest press où est-ce que vous êtes stable. Idéalement, si vous êtes capable d'avoir une espèce d'effet qui converge, donc qui vient un petit peu plus vers l'intérieur, souvent ça va chercher une encore meilleure amplitude de mouvement. C'est des exercices qui sont super bons pour développer le chest. Les exercices comme un pec deck aussi, où est-ce qu'on focus vraiment sur l'adduction vers l'intérieur comme ça, c'est des exercices qui sont stables habituellement et souvent pour les gens qui ont tendance à être un peu plus dominants au niveau des épaules et des triceps dans leur press, des exercices plus de crossover comme ça, pec deck avec les poulies, idéalement où le dos est supporté pour être le plus stable possible, ça a tendance à être des super bons exercices. Ensuite de ça, pour les épaules justement, donc quel exercice est-ce que j'ai tendance à trouver qui est vraiment pas génial pour développer les épaules? Je vais peut-être en choquer quelques-uns avec ça, mais je vais y aller avec le Standing Barbell Shoulder Press. Je vais le spécifier tout de suite avant qu'on me lance des tomates, c'est pas un mauvais exercice, c'est juste que la demande en termes de stabilité et de coordination est tellement élevée que souvent quand on va faire un overhead press avec une barre, c'est pas nécessairement les épaules qui vont lâcher, c'est juste que tu as tellement plus d'énergie parce que tu dois stabiliser ton core,
ta hanche pour que tout soit le plus solide possible pour que tu sois capable de pousser ta barre au-dessus de la tête, que tu serais capable d'avoir des vraiment meilleurs résultats si tu étais plus stable. La preuve, c'est que si tu fais exactement le même exercice assis au lieu de debout, déjà là, tu es capable d'augmenter tes charges. Pourquoi? Parce que tu répartis une moins grande partie de ton énergie dans la stabilité de ton corps et tu es capable d'en envoyer une plus grande partie au niveau des épaules. Fait que faire ton shoulder press debout, spécifiquement pour l'hypertrophie, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande, à moins évidemment que ça soit une des seules options que tu as. Mes clients qui s'entraînent à la maison, ça va arriver que je vais leur faire du shoulder press debout. Mais dans la mesure du possible, tu t'entraînes dans un gym, tu as accès à de l'équipement qui est un petit peu plus développé, j'aurais tendance à te recommander un shoulder press en machine où est-ce que tu vas être stable, où est-ce que tu vas pouvoir juste te concentrer à pousser ta charge et la contrôler tranquillement. Tu as une beaucoup moins grande demande en termes de stabilité et tu peux concentrer une beaucoup plus grande partie de l'attention au niveau de tes épaules. Sinon, évidemment, les variations de lateral raise pour spécifiquement un peu plus le côté de l'épaule, l'espèce d'effet un petit peu plus de largeur, ça va être des super bons exercices aussi. Il n'y a pas nécessairement une variation de lateral raise que je préfère plus qu'une autre. J'ai tendance à jouer un petit peu avec les variations. Fait que ce soit avec les dumbbells, que ce soit avec les poulies, avec une poulie basse versus avec une poulie plus à la hauteur des hanches pour travailler un petit peu plus dans le bas du mouvement et que ça déloade vers le haut. Il y a des machines de lateral raise qui sont super bien faites aussi. Les lateral raise en général vont pas mal toujours être des excellents exercices pour les épaules aussi. Ensuite de ça, au niveau des lats, les ailes, les wings, l'espèce de largeur au niveau du dos, quel exercice qui est vraiment pas l'idéal pour développer ses lats? Et encore une fois, je vais peut-être choquer une couple de old school bodybuilders ici, mais le pull-over avec un dumbbell. Il y a des façons de faire des pull-over qui sont meilleures que d'autres. Il y a des machines de pull-over qui sont vraiment super bien faites, mais le dumbbell pull-over ou le barbell pull-over couché sur un banc, c'est vraiment pas l'idéal. Pourquoi? Parce que ton lat, quand tu es dans une position super étirée comme ça, tu vas ressentir un stretch et ça se peut que tu sois courbaturé. Mais courbaturé ne veut pas nécessairement dire que ton lat a fait le plus gros de la job et qu'il est en train d'hypertrophier. J'ai déjà fait une pratique de basket et j'étais super raqué du moyen fessier à cause des déplacements latéraux. Est-ce que j'ai hypertrophié mon moyen fessier en jouant au basket? Pas du tout. Donc, courbature n'égale pas nécessairement progrès et développement. Et ce qui arrive, c'est que dans le pull-over, dans le bas du mouvement, où est-ce que la résistance est la plus grande, ton lat n'a vraiment pas un très grand bras de résistance, donc peut produire pratiquement aucune force pour initier le mouvement. Alors, c'est quoi qui initie le mouvement quand tu es dans le bas? Majoritairement, ton chest et ton triceps. That's it. Fait que si tu as envie de faire du chest et triceps, tu peux, mais j'aurais encore une fois tendance à te recommander des meilleurs mouvements pour ça. Fait que si tu veux travailler ton lat dans une position comme ça, déjà un straight arm pull down ou certaines machines de pull-over vont être vraiment mieux faites. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que le pic de la résistance soit plus dans le milieu du mouvement parce que c'est là que ton lat est le plus fort et qui va être capable de produire le plus de résistance. Donc déjà, si tu faisais un pull-over avec une poulie couché sur un banc et avec une poulie haute dans un angle de plus ou moins 45 degrés, tu pourrais t'arranger pour que dans le haut du mouvement, il n'y ait presque pas de résistance. Quand tu viens tirer, ici, c'est là que ton bras de résistance est le plus grand, c'est là que ton lat est le plus fort et tu complètes ton mouvement. Déjà là, ça serait une variation de pull-over qui serait vraiment meilleure. Mais une variation de pull-over avec des dumbbells ou avec des barres, simplement couché sur le dos sur un banc, c'est vraiment pas l'idéal. Fait qu'est-ce que j'ai tendance à recommander? Honnêtement, mon exercice de lat préféré, ça va être un simple lat pull-down avec une prise un peu plus large. Parce que dans toutes les variations de row qu'on va faire, que ce soit avec une prise plus large ou avec une prise plus rapprochée, le lat va quand même travailler jusqu'à un certain point. Moins avec une prise large, plus avec une prise rapprochée, évidemment, mais même avec une prise large, le grand dorsal va travailler quand même. Par contre, quand on travaille avec un lat pull-down, avec une prise un petit peu plus large, non seulement on vient travailler avec les fibres un petit peu plus basses de ton lat, mais on focus plus sur le côté adduction, donc rapprocher le coude du tronc au lieu de juste focuser sur le côté extension de l'épaule. Donc, c'est quelque chose que j'ai tendance à apprécier un peu plus parce que, à part dans un lat pull-down comme ça, c'est moins quelque chose qu'on va être capable d'aller chercher. Encore une fois, c'est pas parce que c'est nécessairement le meilleur exercice, c'est juste que c'est l'exercice dans lequel on va chercher un peu plus la fonction d'adduction qu'on va pas nécessairement chercher autant dans les rows. Parlant de row, on va aller travailler un peu plus sur le haut du dos. Fait que là, je vais y aller avec upper back en général. Je ne vais pas nécessairement spécifier rhomboïde, trapèze, quoi que ce soit. On va parler de upper back en général. Donc, c'est quoi l'exercice que j'ai tendance à trouver qui est le pire pour travailler le haut du dos? Ça va être un simple rack pull. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo la semaine passée où est-ce que je parlais du rack pull versus stiff leg versus Romanian deadlift. Ce n'est pas un exercice de dos. Oui, le dos va venir travailler dans ton mouvement, mais ça reste que c'est pas un exercice de dos. Donc, dans ce mouvement-là, ça va quand même rester majoritairement ischio, fessier, adducteur qui vont travailler, les lombaires un peu aussi. Donc,
ça sera jamais le haut du dos. Je trouve que c'est beaucoup de tension répartie dans tout le reste du corps au lieu de garder ça ciblé vraiment dans le haut du dos. Si tu cherches un développement un peu plus de chaîne postérieure générale, ça peut être une option intéressante. Mais là, on parle vraiment de façon de maximiser l'hypertrophie d'un groupe musculaire. Le rack pull ne sera jamais l'option numéro 1. Fait avec quoi j'irai à la place? N'importe quelle variation de row chest supported. Fait un row que tu vas pouvoir faire où tu vas avoir un support au niveau de la poitrine, comme ça tu vas être beaucoup plus stable. Quand tu vas tirer ton mouvement, ça va t'empêcher de partir vers l'avant et tu vas pouvoir concentrer, encore une fois, une beaucoup plus grande partie de la tension et de la force que tu vas générer dans le haut de ton dos au lieu de dans ton corps pour te stabiliser à ne pas partir vers l'avant. Donc, n'importe quelle variation de row chest supported avec les coudes un peu plus larges. Quand on y va avec les coudes un petit peu plus près, on vient focuser un petit peu plus sur le grand dorsal, versus quand on y va avec les coudes un peu plus larges, on se concentre un peu plus sur tout le haut du dos. Donc, encore une fois, trapèze, rhomboïde, le derrière des épaules, ça va tout être des excellents exercices. Donc, il n'y a pas nécessairement un exercice spécifique. Il y a façon de faire ça avec des poulies et un banc. Il y a façon de faire ça avec un T-bar row. Il y a des machines de row qui sont très bonnes aussi. Donc, un row, chest supported, avec une prise large. Ensuite de ça, on va terminer avec les bras, donc au niveau des biceps. Quel exercice que j'ai tendance à trouver qui est le moins bon? À un moment donné, un exercice de biceps, c'est un exercice de biceps. Ça reste toutes des variations de curl. Par contre, qu'est-ce que j'ai tendance à trouver qui est moins bon? Ça va être les variations de curl avec les poulies super hautes que je vois des gens faire des fois. Comme ils vont se mettre un genou à terre, ils vont avoir une poulie super haute, puis ils vont faire des curls comme ça. Le ressenti va être très bon, majoritairement parce que ton biceps est dans une position qui est tellement contractée que là, le ressenti va être très fort. Mais le potentiel du biceps de générer de la force dans cette position-là est aussi très faible. Donc, si tu ne génères pas beaucoup de résistance, tu ne génères pas beaucoup de tension, tu ne généreras pas beaucoup d'hypertrophie non plus. Donc, c'est pas juste parce que le ressenti est très bon que automatiquement tu vas avoir un bon développement qui vient avec. Donc, le biceps a tendance à pouvoir générer le plus de force de complètement en extension jusqu'à environ 90 degrés de flexion. Donc, si on est capable d'appliquer une résistance qui va être la plus élevée dans cette partie du mouvement-là, on devrait avoir des bons gains aussi. C'est pour ça qu'un de mes exercices préférés pour travailler les biceps, c'est tout simplement un preacher curl avec des poids libres. Par contre, de la manière que je préfère le faire, c'est habituellement avec un dumbbell, un côté à la fois, juste parce que je trouve ça plus confortable. Quand je veux faire un preacher curl avec une barre, les deux bras en même temps, des fois, quand j'arrive dans le bas du mouvement, mes coudes ont tendance à vouloir ressortir, puis ça me fait un genre de petit pinch au niveau du coude que je trouve quand même inconfortable. Fait que quand je le fais avec un dumbbell, un côté à la fois, ce que je trouve bien, c'est qu'au lieu de regarder le bras complètement aligné devant moi, je peux légèrement tourner mon tronc comme ça. Et là, mon coude reste beaucoup plus aligné. C'est beaucoup plus confortable, je trouve. C'est pas nécessairement la meilleure chose pour tout le monde. Mais si tu as tendance à trouver qu'en faisant du preacher curl, tu as une légère tension au niveau du coude, essaie de le faire un côté à la fois avec un dumbbell. Tourne ton tronc légèrement sur le côté. Habituellement, ça enlève la plus grosse partie de la tension. Et encore une fois, comme avec un preacher curl, avec un poids libre, la partie du mouvement qui va être la plus challenging, ça va être dans le bas du mouvement. C'est là que ton biceps a le plus grand potentiel de générer de la force. Donc, on devrait avoir les meilleurs gains à ce niveau-là. Finalement, pour les triceps, donc un exercice duquel je suis moins fan, c'est ce qu'on va appeler le French press avec un dumbbell. Donc, le fameux dumbbell au-dessus de la tête comme ça, derrière. Parce que je trouve que ça demande une très bonne mobilité au niveau de l'épaule pour être capable d'apporter le dumbbell derrière sans avoir à se casser le cou vers l'avant comme ça. Et c'est aussi un exercice que je trouve difficile à surcharger parce que quand tu commences à prendre beaucoup de poids, ça devient difficile de prendre un gros dumbbell que tu vas tenir, que tu vas monter sur ton épaule, que tu vas press. Ça te demande juste un setup qui est difficile à faire puis pour lequel je trouve que tu dépenses beaucoup d'énergie juste pour te placer. Énergie que tu pourrais placer dans ton mouvement ailleurs si tu le faisais avec quelque chose d'un petit peu plus convenable. Encore une fois, c'est pas un mauvais exercice du tout. Il y a plein de monde qui ont développé des triceps en utilisant cet exercice-là. C'est juste pas un exercice que je juge qui en vaut la peine nécessairement quand je pense qu'il y a des meilleures alternatives. Si tu aimes faire cet exercice-là, pour vrai, fais-le. C'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que je juge qu'il y a des meilleures alternatives. Une alternative que je juge qui est super bonne au niveau des triceps, c'est ce qu'on va appeler les genres de push-down en X ou les cross-body push-down, on appelle ça comme tu veux. Donc, avec une multitation, quand tu vas prendre deux poulies indépendantes et que tu vas press en X vers le bas
comme ça. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est quand même relativement stable, tu peux appliquer une bonne tension dedans et comme ton épaule est fixe, le long chef de ton triceps va pouvoir travailler beaucoup dans le mouvement aussi. Comme le long chef, c'est un peu le même principe que le droit fémoral quand je parlais au niveau des quads, comme c'est un muscle qui s'attache non seulement à ton coude mais aussi à ton épaule, si l'épaule bouge en même temps que le coude, le long chef va faire comme le droit fémoral, il va étirer d'un bord mais contracter de l'autre en même temps, donc il est dans une genre de position isométrique comme ça. Donc, dans tous les exercices de press, 2 des 3 muscles vont travailler beaucoup, mais le long chef, comme il est toujours dans une genre de contraction isométrique, travaille pratiquement pas. Il vient plus stabiliser l'articulation qu'autre chose. Donc, dans un mouvement comme un push-down, où l'épaule est fixe et que c'est vraiment juste le coude qui va bouger, le long chef de ton triceps va pouvoir travailler aussi. Donc, si j'avais un seul exercice de triceps à faire, j'irais pour une variation de push-down où l'épaule est fixe et où on est capable de tout simplement se concentrer sur flexion et extension du coude. Finalement, on va finir avec l'affaire que tout le monde a y entraîné, les abdos. Donc, c'est quoi le pire exercice d'abdos selon moi, spécifiquement en termes d'hypertrophie? C'est la planche. Je sais que c'est un exercice qui est très connu, c'est un exercice qui est très répandu, que tout le monde fait, que tout le monde a déjà fait, mais c'est pas un exercice qui va vraiment hypertrophier tes abdos. C'est une contraction isométrique tout le long et en soi, les abdos ne font pas grand-chose autre que juste stabiliser ta colonne contre la résistance de la gravité. Mais en soi, tu viens travailler pas mal avec ton corps au complet dans le mouvement parce que tout doit travailler. C'est pas un exercice qui va vraiment venir hypertrophier tes abdos, peu importe à quel point tu vas en faire. Et en même temps, c'est un exercice qui est assez facile à progresser. À un moment donné, une fois que tu es capable de faire 60 secondes de planche, tu as pas mal fait le tour. Tu auras beau te mettre une plate dans le dos, ça ne sera pas nécessairement tant plus difficile que ça, spécifiquement au niveau des abdos. Qu'est-ce que j'ai tendance à recommander à la place? Pour les gens qui s'entraînent dans un gym, il y a beaucoup de gyms qui ont ça et c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. C'est simplement des machines de crunch. Donc, les machines où est-ce que tu vas avoir le dos supporté, tu vas avoir des poignées ici, tu vas être capable de faire un crunch comme ça. Parce que tout ce qu'on veut pour hypertrophier les abdos, c'est de focuser sur flexion, extension du tronc. Donc, on veut rapprocher le nombril de la poitrine ou la poitrine du nombril et tout simplement faire une flexion du tronc et une extension. That's it. Et une machine de crunch va vous permettre de faire ça de façon très stable et d'augmenter les charges assez facilement aussi. Tandis que si on fait juste des crunchs sur le dos, à un moment donné, ça s'en vient facile, puis on commence à faire beaucoup de répétitions. Et non, les abdos n'ont pas besoin d'être faits avec beaucoup de répétitions pour hypertrophier. C'est le même principe que n'importe quel muscle. On peut faire du 6, 8, 10, 12 répétitions et c'est en masse tant qu'on se rapproche d'un échec musculaire. Mais si jamais vous n'avez pas accès à des machines de crunch comme ça, une bonne alternative qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement faire des crunchs à genoux avec une poulie haute et simplement faire des crunchs vers le bas comme vers le plancher. Encore une fois, on ne veut pas rapprocher le chest du plancher, on veut rapprocher le chest du nombril. Et avec une poulie haute, on va avoir de la résistance qui va nous appliquer et qui va nous tirer vers l'extension. Donc, on va venir challenger beaucoup le côté flexion du tronc. Et voilà, c'est ce qui conclut notre liste des pires et meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des exercices qui, selon vous, auraient dû être parmi les pires ou des exercices qui auraient dû être parmi les meilleurs? Pourquoi? C'est des exercices, encore une fois, qui ne sont pas nécessairement fondamentalement mauvais ou fondamentalement supérieurs. Je juge simplement que dans un contexte spécifique d'hypertrophie, il y en a quand même qui sont légèrement favorables et d'autres qui sont défavorables pour prendre la masse musculaire le plus efficacement possible. Fait que si tu as écouté cette vidéo-là puis tu étais comme « Hey Colin, il y a beaucoup des exercices dans les pires que je fais », clairement, tu vas avoir besoin d'un petit peu de support pour structurer tes workouts. Fait que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, CoachTim_BM sur Instagram, sur TikTok et ou sur Facebook. Sinon, tu peux venir cliquer sur le lien juste en bas, teamcoachsim.ca et céduler ton appel avec moi ou mon équipe pour avoir un appel informatif et ça va nous faire plaisir de t'aider. Sur ce, on se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine.